Sommes-nous tous devenus égoïstes ? Pendant le mois d'août, InPower fait peau neuve et vous propose une enquête pour profiter du calme de l'été pour aborder un grand sujet de société. Au cours des dernières décennies, l'essor de l'individualisme s'est accompagné d'une promesse de liberté pour tous. En parallèle, les institutions qui structuraient nos vies comme le mariage, l'entreprise ou encore la religion ont perdu leur rôle structurant dans la société, nous laissant face à un monde de possibilités infinies pour répondre à une quête unique, devenir nous-mêmes. Chaque jeudi, une personnalité nous aide à comprendre ce glissement et les questions qui l'accompagnent. Dans ce premier épisode, c'est le journaliste et essayiste Vincent Coquebert qui ouvre la marche. Ensemble, on parle de la promesse très séduisante de la modernité de nous permettre de devenir qui nous sommes. Mais que se passe-t-il quand les piliers de cette promesse, le travail, l'amour, la politique, deviennent instables ? Quand faire carrière n'a plus de sens, quand l'amour devient liquide, ou quand la politique se vide de ses utopies. Il nous parle également de ce que ces changements génèrent en nous. L'anxiété d'être seul face à sa vie, le réflexe de repli sur soi dans un cocon hyper sécurisé, l'explosion de la quête de soi, des récits narcissiques et de l'ultra-personnalisation de tout jusqu'à nos croquettes pour chiens. Avec en toile de fond une question, si on n'était plus vraiment capable de vivre avec ceux qui ne nous ressemblent pas ? Bienvenue dans le premier épisode de la série « Sommes-nous tous devenus égoïstes ?» Je m'appelle Vincent Coquebert, j'ai une quarantaine d'années, un peu plus, on va rester sur 40. Et je suis journaliste indépendant et également essayiste. J'ai publié ces 6 dernières années 3 essais aux éditions Arquet. Et j'ai publié l'année dernière un dernier essai qui s'appelle Unique au monde et qui est sous-titré De l'invention de soi à la fin de l'autre, où j'essayais de comprendre, c'était un peu la suite de la civilisation du cocon. C'était la civilisation du cocon, j'essayais de comprendre pourquoi donc on avait cette pulsion de repli, pourquoi est-ce qu'on se refermait de plus en plus, un peu comme on se refermait comme des huîtres. Et dans Unique au monde, j'essayais de comprendre là comment, quelque part, la dialectique pouvait ou non se créer ensuite avec la société. Qu'est-ce que ça créait comme rapport de soi au monde, de soi à l'altérité et surtout de soi au futur. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait, ce que j'ai un peu identifié comme une absence de dialectique qui faisait qu'aujourd'hui, on avait de plus en plus de mal à habiter le monde et on avait de plus en plus de mal à aborder et à envisager toute la complexité toute la multitude des pensées, des manières de vivre, des manières d'être, et pourquoi on fantasmait de plus en plus un monde à notre image. Vincent est donc la personne idéale pour démarrer notre enquête. On a beaucoup entendu dire ces dernières années que nous étions de plus en plus individualistes, repliés sur nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on peut étudier un phénomène qui semble intangible et aussi intime que l'individualisme ? Et en fait, c'est assez intéressant de voir qu'au-delà d'un fait d'époque isolé qui nous serait tombé dessus, il s'agit de dynamiques historiques beaucoup plus longues et profondes au sein des sociétés occidentales. Donc j'ai essayé de comprendre quelle était d'abord la place de l'individu à partir du moment où on a tenté de s'arracher à nos communautés, on a tenté de s'arracher à l'asservissement des royaumes, à l'asservissement des pouvoirs en fait, et comment à partir du moment où on a été rendu libre, donc libre de choisir le métier qu'on veut, libre de pas être dans la reproduction quelque part, libre d'aimer et de faire la vie, on va dire, familialo-affective qu'on souhaitait, libre de choisir aussi ses engagements citoyens et ses engagements politiques. Donc ça a été ça en fait, la première étape, ça a été de comprendre en fait comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment il y a eu ce basculement dans les années 60-70 où en France c'est les 30 Glorieuses, mais il s'est à peu près passé la même chose aux États-Unis. Ça a été, on va dire, vraiment une phase où pour la première fois dans l'histoire, on était libre de s'inventer. Et donc libre de s'inventer, donc comme je disais, libre de finalement, dans tous les champs de notre existence, on était un peu les maîtres de nos existences, par-delà évidemment le fait que ce soit une promesse qu'on appelle la promesse d'individualisation, donc le fait de s'individualiser, de s'affirmer comme un individu. Il y a 2 grandes promesses, on va dire, dans la modernité. Il y a celle de pouvoir donc s'individualiser, de pouvoir s'inventer entièrement, et celle aussi du progrès. En gros, tous les efforts que je mets en œuvre aujourd'hui, c'est parce que demain va être mieux qu'aujourd'hui, en fait, quelque part. Et on tend vers quelque chose qui est plutôt vers le mieux. Donc la question, ça a été qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans où on a mis les individus face à la fois cette promesse très positive, très émancipatrice de pouvoir être soi,
si ton texte, ça veut dire quelque chose après soi. Et ensuite, je me suis posé la question des résistances, parce qu'on est dans un air du temps où, pour le coup, dans ces deux promesses de la modernité dont je parlais, celle du progrès est de plus en plus compliquée, parce que ce soit avec le réchauffement climatique, que ce soit avec les conflits qu'on peut observer aujourd'hui, on ne se dit pas forcément que demain va être mieux qu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça créait comme angoisse? Et la seconde, donc la promesse de l'individualisation, elle est, comme je disais, c'est déjà une promesse qui est assez inégalitaire en fonction des capitaux des uns et des autres. Mais surtout, c'est une promesse qui avant s'affirmait à travers, on va dire, trois grands champs. Ils sont le champ professionnel, dans lequel donc on pouvait choisir son travail. On parlait de carrière à l'époque, et on savait que quelque part, on s'investissait au jour le jour pour être plutôt dans une ascension, quelque chose où il y avait un point de départ et un point d'arrivée quelque part. Le deuxième champ, c'était le champ sentimental et familial. On faisait une famille, on choisissait la personne dont on allait tomber amoureux, on choisissait le nombre d'enfants qu'on avait ou pas, et on choisissait aussi l'éducation qu'on allait leur donner. Et la stabilité, c'était de finir plus ou moins ses jours aussi avec la personne avec qui on était. Ensuite, le dernier champ, c'était le champ, on va dire, politique, qui était celui « je m'engage en tant que citoyen dans la vie de la cité pour quelque part faire société, comprendre que je suis un individu, mais un individu qui fait aussi partie d'un corps collectif. Et ce corps collectif-là, il a des projets, il a des utopies, il a des buts, quelque part, des buts, mais il y a des buts qui ne prennent de sens qu'à travers, en fait, la mise en œuvre de notre engagement, de notre énergie collective. Donc si on résume, au cours du siècle dernier, le progrès nous a promis que nous pourrions être plus libres et se créer la vie qu'on souhaite. Ça passe par notre carrière, notre vie familiale et affective et notre vie citoyenne. Et ces trois champs-là sont précisément, pendant les 40 dernières années, des champs en fait, qui sont aujourd'hui tous marqués du sceau de l'incertitude. Donc je me suis posé la question, à partir de ces trois champs qui nous permettaient quelque part, avant de nous épanouir, de construire l'individu, le citoyen, le père ou la mère qu'on était, ou l'amoureux ou l'amoureuse qu'on pouvait être, qu'est-ce que ça crée chez l'individu? Donc ça crée on observe une grande anxiété. On n'a jamais été aussi anxieux. Avant, la grande maladie de la modernité, c'était la dépression. C'était parce que, comme vous avez le droit de vous inventer et que vous êtes libre de le faire, quelque part, si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. Parce que personne ne t'en empêche. Il n'y a plus de grand système coercitif qui donc va t'interdire de faire ce choix, va t'interdire d'être avec cette personne, de faire cette carrière-là. Donc si à un moment donné, tu avais des grands idéaux, mais qui ne sont pas exactement ce que tu attendais, ce que tu espérais, ça se payait par le prix, c'était la dépression. Donc c'est un peu la maladie de la liberté quelque part. Et aujourd'hui, ça c'est un peu... alors il y a évidemment toujours énormément de syndromes dépressifs, mais c'est surtout l'anxiété, parce que l'incertitude est venue apporter beaucoup d'anxiété aux individus, parce que on est des êtres sociaux, et on est des êtres de collectif, et ayant le sentiment de nous sentir de plus en plus comme un petit peu mis de côté de la société, et parfois volontairement aussi, on a l'impression de nous sentir vraiment comme des atomes isolés. Et je vais vous donner un exemple un peu précis par rapport à ça. Quand on pose la question aux individus, comment, à votre avis, le monde va être dans les 20 prochaines années ? Au niveau collectif, ils disent ça va être horrible, ça va être vraiment très très dur. Au niveau individuel, moi je vais essayer je pense que ça va être un peu plus positif pour moi, parce qu'il y a encore malgré tout cette idée-là qu'on va réussir à trouver des ressources en nous pour réussir à zigzaguer finalement entre les différents obstacles et quelque part la grande perte de sens qui peut caractériser notre époque. Je comprends déjà un peu mieux la place croissante qu'ont pris les troubles anxieux dans notre quotidien. Cette anxiété généralisée serait donc le symptôme, entre autres, de la grande liberté et de l'infinité de choix possibles dans un environnement incertain, voire inquiétant. La maladie de la liberté, comme le dit Vincent Coquebert. J'ai essayé de comprendre en fait donc comment à partir du moment où cette promesse d'individualisation-là était de plus en plus dure à mettre en œuvre, avec en plus en toile de fond ce mythe du progrès qui est quasiment périmé, parce qu'on a vraiment de plus en plus de mal à se dire que demain va être mieux. Qu'est-ce que ça crée chez l'individu et quel champ il investissait pour compenser, et c'est assez fascinant, c'est à quel point en fait la consommation est quelque part le développement personnel au sens de quête irrésolue de soi-même, en fait, finalement, est venu se substituer à ces grands idéaux-là, et comment aujourd'hui, à travers
travers la consommation de services, de biens, eh bien on essaye de, et les publicitaires l'ont bien compris, parce que si vous faites attention aux messages publicitaires, c'est extrêmement narcissisant. Ils ont bien compris qu'en fait les autres champs étaient de moins en moins narcissisants, donc il fallait quelque part qu'ils se substituent. Donc ça va être un opérateur de téléphone qui va nous promettre de vivre notre meilleure vie, ça va être un service de livraison qui va nous dire c'est vous qui commandez, ça va être une montre connectée qui va dire c'est quelque part l'objet qui vous connaît le mieux. Si je comprends bien, on a une nouvelle donnée qui entre en jeu, qui est la façon dont la consommation est venue s'insérer dans nos discours d'émancipation et dont le marché a capté nos envies de devenir nous-mêmes. Car aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est plus simplement une question de confort. Ça devient le synonyme de pouvoir être soi. C'est ce glissement qui est frappant. On promet plus un avenir commun, on promet une version optimisée de soi-même. Et ce que montre Vincent, c'est que ce basculement ne reste pas cantonné à la sphère économique. Il infiltre aussi nos relations. Déjà, faut préciser que la personnalité narcissique, et quelque part, il y a du bon narcissisme, hein, l'ego peut être quelque chose de très bien, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous permet d'atteindre des buts, c'est ce qui permet aussi de nous donner des buts parfois et d'essayer de les atteindre et donc de mobiliser de l'énergie pour le faire. C'est qu'en fait la personnalité narcissique n'est pas une personnalité en fait qui se croit forcément toute puissante et qui va bien, c'est une personnalité qui a plutôt une instabilité de l'ego. Il y avait un grand auteur américain qui s'appelait Christopher Lasch, qui avait écrit La culture du narcissisme à la 76-77, si je dis pas de bêtises, ouais, en tout cas fin des années 70, début des années 80, et qui expliquait déjà comment le cadre dans les rues de New York, en fait, marchait dans la rue et avait l'impression qu'il y avait une caméra qui le suivait comme s'il était la star d'un espèce de journal télévisé, et comment à travers un travail qui lui donnait de moins en moins de sens, une vie familiale qui commençait à être de plus en plus instable, en fait, il y avait une fragilisation de l'ego et ça le mettait dans une sorte de posture existentielle plutôt défensive, un noyau défensif qui fait qu'on perçoit l'altérité, qu'on perçoit l'extérieur comme quelque chose de potentiellement hostile, ou un obstacle ou quelque chose d'hostile en fait. Donc c'est pour ça faut toujours rappeler en fait que le narcissisme c'est pas genre les gens sont insupportables et ils ne pensent qu'à eux, s'ils ne pensent qu'à eux, s'ils sont dans cette posture là, c'est souvent qu'ils vont pas bien. Et c'est une manière en fait de se positionner pour un peu comme se créer une sorte de shell d'armure en fait par rapport à un monde donc qu'on pressent de plus en plus hostile. Donc comment ça se passe? Ça se passe en deux temps. C'est pour ça que je reviens 2 secondes sur la civilisation du cocon. C'est que ce repli là c'est un repli d'abord affectif, un repli ensuite idéologique qui a beaucoup à voir avec notre besoin de sécurité. Parce que l'individu a toujours eu besoin de sécurité, mais d'autant plus quand tous les champs existentiels sont de plus en plus incertains. Mais la sécurité, c'est une notion cannibale. C'est plus on en a, plus on en veut. Et dès qu'ensuite il va y avoir une sorte de toute petite baisse, eh ben on va se sentir très, très en insécurité. Pour ça, les confinements ont été une expérience assez intéressante. C'est par exemple, pendant les confinements, il y a eu la peur de l'étranger a augmenté de 8 points. Les gens n'avaient jamais vu si peu d'étrangers, mais d'un seul coup, en fait, c'est l'altérité, l'autre, paraissait comme un individu, comme un agent potentiellement hostile à nous-mêmes. Il y a eu une deuxième étape qui était aussi intéressante, c'est quand on nous a dit « vous allez pouvoir sortir ». Et ça, c'était vrai, c'est pas qu'en France, hein, toutes les études d'opinion. Et les gens étaient là, non, on va pas tout de suite sortir. On préférerait même qu'il y ait encore des décisions politiques qui nous assurent que ça va bien se passer. Et il y avait un petit peu ce qu'on a appelé le syndrome de la cabane, en fait, où les gens ont commencé à avoir peur, en fait, de renouer avec l'altérité grouillante, avec la vie de tous les jours, avec des personnes qu'en plus on nous présentait comme des potentiels agents pathogènes, hein, quelque part. Donc ça crée énormément d'anxiété et ça crée énormément de défiance. Quand on pose la question aux Français sur leur rapport aux individus, on est plus des 3/4 en fait, à dire on ne se méfie jamais assez d'autrui. On a vraiment l'impression en fait que les individus potentiellement sont très potentiellement antipathiques, voire agressifs, mais ne sont pas des personnes qui nous veulent du bien. Donc vous imaginez bien que cet état d'esprit n'est pas un état d'esprit qui permet finalement de créer du lien de fait. Donc l'amitié en a énormément souffert. Et aujourd'hui, les amis sont de plus en plus compliqués aussi quelque part, on en a de moins en moins parce qu'on les perçoit comme des personnes qui vont
qui vont attendre beaucoup de nous, mais dans lesquels nous, on va avoir du mal à donner aussi, parce que c'est pour être dans cette logique de ce que l'anthropologue Marcel Mauss appelait le don contre don, il faut être dans une perspective du futur, parce que si à un moment donné, je vous donne quelque chose, c'est donner, recevoir, rendre. Et ben, si je ne crois pas vraiment à demain, et si je ne sais pas très bien si on va encore être amis d'ici plusieurs mois, peut-être que vous n'allez pas me le rendre. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je m'engagerais auprès de vous, en fait. Donc l'amitié a beaucoup a été très... quelque part impacté négativement par ce phénomène-là. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée néanmoins ensuite évidemment de la solitude. Et la solitude est vraiment, aujourd'hui, on parle vraiment d'épidémie de la solitude, parce que on se rêve un peu comme des monades, comme des petits mondes en soi, comme des personnes en fait qui ont tout le temps l'impression d'avoir un pied de côté par rapport à la grande marche du monde, par rapport au collectif. On a commencé à faire venir à nous, grâce au numérique, le champ de la consommation. Ensuite, ça a été le champ de la culture, et ensuite, ça a été le champ relationnel. Et on peut très bien être dans un phénomène de compensation d'un manque relationnel à travers une communication numérique qui va être intense, mais qui, malgré tout, n'a pas en fait, chez nous, ne produit pas en fait ce bien-être existentiel que génère finalement parfois l'inconfort de devoir aller rencontrer quelqu'un ou renouer avec quelqu'un, discuter avec quelqu'un, donc donner un petit peu de nous, que ce soit même avec la présence du corps, que ce soit avec les regards, que ce soit avec le toucher. Et donc en fait ce petit effort là qui nous paraît de plus en plus dur, parce que ça nous paraît parfois être toute une histoire de devoir sortir de chez nous pour aller boire un verre, même avec quelqu'un qu'on aime bien, parce qu'en fait c'est pour ça que les gens sont souvent très soulagés quand ils reçoivent une demi-heure avant le rendez-vous. Je peux pas, j'annule finalement, d'un seul coup on a une sorte de décharge de dopamine en disant ouf, je vais pouvoir rester chez moi et quelque part me nourrir de fiction, parce que le domaine de la fiction et le domaine de la culture est un domaine aujourd'hui sur lequel on projette énormément d'affect, et qui est venu un petit peu se substituer aussi quelque part à la réalité des relations humaines. Ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est la description d'un monde qui se replie sur lui-même. On parle beaucoup d'anthropocène, cette ère où l'humain est devenu une force géologique, mais Vincent, il parle d'égocène, une époque où on cherche à tout personnaliser, à tout modeler à notre image. Des objets qu'on consomme jusqu'aux relations qu'on choisit, tout devient le miroir de soi. Et cette quête d'identification permanente, elle structure pas seulement nos choix, elle redéfinit la façon dont on habite le monde. Une des grandes obsessions de notre temps, c'est l'identification. Il faut que je puisse m'identifier, que ce soit à travers... C'est bien pour ça, aujourd'hui, tout est personnalisé. Même les croquettes de nos animaux de compagnie sont personnalisables. Mais par exemple, pour faire écho aux politiques, souvent, quand on interroge les abstentionnistes, en leur demandant « mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté ?» Parce que, à travers les réponses que vous nous donnez, tel ou tel candidat ressemble et fait écho à vos attentes et à vos espoirs. Ils disent « c'est parce que je ne me reconnaissais pas totalement ». Comme s'il fallait se reconnaître dans tout aujourd'hui, parce que on a tellement vu que ces grands champs en fait, d'affirmation égotique dont je vous ai parlé tout à l'heure sont instables et ne sont plus pleinement opératoires, eh bien on a besoin en fait d'avoir un retour, parce qu'on ne se connaît qu'à travers les autres finalement. C'était le philosophe Clément Rosset qui en parlait très très bien, en disant que en fait, on est tout le temps en recherche d'un moi un peu insaisissable, mais c'est quelque chose de perdu, parce que finalement, quand on va bien ou quand on va mal, c'est notre identité sociale en fait qui est touchée. Par exemple, vous perdez votre emploi, vous vous séparez avec la personne avec qui vous êtes, c'est l'image que vous allez renvoyer, c'est l'image que vous avez construite de vous, ce qu'on appelait aussi Erving Goffman appelait le soi vitrine. En fait, c'est le soi en fait qu'on renvoie un petit peu aux autres. Et c'est à partir de ce moment-là en fait qu'on va commencer à se dire, qu'on va commencer à avoir peur, qu'on va commencer à vouloir se dire, il faut que je retrouve vite un emploi, parce que sinon je vais pas me sentir moi quelque part, beaucoup plus que par une sorte de, comme si on avait un grand autre en nous qui nous permettait en fait d'être tout le temps stabilisé, et peu importe les turbulences de l'existence. Comme je suis stabilisé, je sais qui je suis et je sais ce que je vaux, eh bien, ça va aller. Là, on voit que la quête de soi prend aujourd'hui des formes nouvelles, parfois très solitaires. C'est plus seulement une recherche de sens, mais c'est une tentative de stabiliser son image dans un monde où tout semble instable. Aujourd'hui, cette obsession, pas au sens négatif ou au sens péjoratif, de la quête de soi, que moi j'ai appelé quête de soi SOIE, parce que c'est aussi une quête de douceur et une quête de bien-être qui a beaucoup à voir donc avec cette insécurité existentielle qu'est la nôtre aujourd'hui. Elle est très incertaine elle aussi, et surtout manifestement, quand on observe un petit peu les affects contemporains, n'est pas forcément créatrice de beaucoup de bien-être.
Parce que on ne va bien que quand on est dans une dynamique interpersonnelle qui est positive, quand on fait des choses. On est des homo faber aussi, donc il faut être fier de ce qu'on fait, il faut être fier et ce qu'on fait, ça peut être aussi avoir des très bonnes relations avec les autres, aller les aider, ça peut être aussi un emploi, ça peut être des loisirs, ça peut être n'importe quoi, mais c'est être fier de soi pour ce qu'on est. On est ce qu'on fait, en fait. Voilà, c'est ce qui est un petit peu parfois, je crois, oublié aujourd'hui, dans cette valorisation de l'ego, de la recherche de soi. C'est que finalement, on se rend compte qu'on va beaucoup mieux quand on fait même des choses qui nous mettent un peu en insécurité. Quand on va faire quelque chose dont on ne se croyait pas capable. Quand on va commencer à rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas. D'un seul coup, on va se rendre compte qu'on est beaucoup plus enrichi par ces dynamiques-là que par le fait de rester chez soi et de se dire, tiens, je vais méditer et puis je vais chercher ce grand moi en moi que je ne trouve pas, en fait. Là, on vient de mettre le doigt sur un autre sujet intéressant dans notre réflexion, celui d'une sorte de rétrécissement du monde. Avec l'individualisation croissante des citoyens, la quête de personnalisation effrénée, il y a également un phénomène de rétrécissement du monde, aussi bien au terme géographique que symbolique. Géographique parce que les offres de services se multiplient pour nous pousser à rester chez nous et nous apporter à bout de clic la moindre chose dont nous aurions besoin. Et symbolique parce que le contenu qu'on consomme tous les jours via nos écrans vise à nous conforter de plus en plus dans nos croyances ou dans nos goûts en minimisant les frictions avec le monde extérieur. Est-ce que parfois, on tendrait pas trop à se conforter dans un monde aseptisé et à notre image qui creuserait le fossé de plus en plus grand avec les réalités du monde extérieur et surtout des autres ? Ce qui est plus compliqué, c'est que, comme je disais, c'est que tous les autres champs, qui sont des champs sociétaux et collectifs, eux, se sont durcis. C'est plus le monde du travail est plus compliqué aujourd'hui, le monde, encore une fois, affectif est plus compliqué, le monde politique est très compliqué à investir parce qu'il n'y a plus de grands projets qui nous fédèrent. Donc à partir du moment où tous ces champs-là sont rétrécis, eh bien nous on se recroqueville encore une fois et donc ça crée un rétrécissement de notre monde. Et quand dans les années 90, on va dire, les parents post-Dolto commencent tout le temps à dire à leur enfant tu es spécial, tu n'as pas à prouver ta valeur aux autres, c'est à eux de montrer en fait qu'ils te méritent. C'est peut-être opératoire à l'intérieur de la famille, mais une fois qu'on sort l'enfant de la famille, en fait, il va trouver que le monde, il n'est pas très sympa. Et que les gens, ils sont pas tout le temps gentils avec lui, qu'on l'aime pas tout le temps pour ce qu'il est, qu'il n'est peut-être pas si spécial. Donc voilà, ça crée aussi quelque part une sorte de décalage entre ce qu'on nous a promis à l'intérieur de la famille et ce qui se crée ensuite dans la société, qui peut être très très dur pour l'ego, pour le coup, et qui ensuite est dur à compenser. On est tous à la fois victimes un peu et bourreaux de cette dynamique-là, mais j'ai l'impression qu'on a du mal à comprendre qu'on est aussi bourreau, qu'on n'est pas, que notre vision du monde n'est pas forcément la vision universelle, que notre sensibilité n'est pas la sensibilité universelle, que l'autre est complexe, que l'autre parfois va nous envoyer des choses positives, parfois des choses négatives, parfois va nous renvoyer quelque chose qui, pareil, ne nous plaît pas. Et on est de plus en plus à avoir du mal à vivre en fait cette rencontre de l'altérité-là. Avant de continuer, j'ai envie de revenir sur un autre concept dont parle Vincent, qui est celui de la fatigue d'être soi. Cette liberté nouvelle et cette injonction à performer en permanence la meilleure version de nous-mêmes a créé chez certains individus un réel repli sur soi, littéralement une fatigue et un refus de ces nouvelles règles du jeu qui, loin de nous libérer, deviennent en fait une réelle pression. Mais quelle perspective avons-nous face à ce nouveau modèle et face à cette nécessité incessante de choisir et de devoir performer notre identité dans la moindre de nos décisions du quotidien ? Il faudrait qu'à un moment donné aussi le politique reprenne en fait le rôle qui est le sien, et c'est de donner du sens un petit peu non pas au quotidien des individus qui vont de toutes les manières le bricoler, face auxquels ils sont confrontés parfois dans cette solitude, mais en tout cas ils sont mis face à leur propre choix, face à leur propre volonté. Mais l'individu ne peut s'épanouir qu'à travers une dialectique entre quelle est ma place en tant qu'individu dans le collectif, quel est le rôle que j'y tiens, et pourquoi je suis aussi important qu'un autre. Et ensuite, il y a un double travail à faire. Il y a d'abord ce travail du politique qui va être à un moment donné de comprendre en fait qu'on peut pas vivre de manière totalement archipélisée, qu'on peut évidemment être des communautés, des groupes, mais qu'on est aussi une grande communauté qui a un destin commun. Et donc c'est de redonner des clés, redonner des perspectives à ce destin commun. Ensuite, le travail chez les individus, ça va être de se rendre compte aussi à un moment donné que le ici et maintenant perpétuel et que le plaisir, le bien-être et la sécurité ne sont agréables et ne sont émancipatrices qu'à partir du moment où on a bien conscience en fait qu'elles
qu'elles ne peuvent s'obtenir tout seul ou à travers notre propre perception du monde. Et donc il faut être quelque part plus tolérant, mais tolérant même parfois à l'intolérance en fait. Voilà. On arrive déjà à la fin de ce premier épisode de la série Sommes-nous tous égoïstes ? Merci d'être arrivé jusqu'ici. Dans cet épisode, Vincent Coquebert nous a aidé à poser un diagnostic. On a parlé d'un monde qui nous promettait plus de liberté, mais dans lequel il est difficile de trouver ses repères. Le travail, l'amour, la politique, autant de champs qui se sont désolidarisés de toute forme de stabilité, nous laissant un peu face à nous-mêmes. Face à cette incertitude, on assiste à un repli de plus en plus important sur nos cellules individuelles, en cherchant à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais cette quête ne suffit pas toujours à donner du sens à nos existences. C'est peut-être là que commence la vraie solitude, celle de se sentir seul même dans un monde surconnecté. Dans le prochain épisode, on s'intéressera justement à cette solitude contemporaine, parfois choisie mais souvent subie, et qui s'installe partout. Pourquoi avons-nous tant de mal à créer du lien ? Et qu'est-ce que cette solitude dit de notre époque ? C'est ce qu'on explorera jeudi prochain avec le sociologue Mathieu Chêne. À très vite.